On retrouve d'abord notre invité. De façon, j'allais dire classique, avoir un enfant, c'est un choix qui se fait à deux. Certaines femmes, n'écoutant que leur désir, décident de le cacher et de l'imposer aux géniteurs. Père malgré eux, ces hommes n'ont pas eu le choix, ils doivent assumer cette paternité. On va voir quels recours légaux ils peuvent avoir et comment assumer cette responsabilité, puisque c'est avec ces questions en général qu'ils arrivent dans le cabinet de notre invitée, Marie Plard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée dans le domaine de la famille et des personnes. Vous racontez l'histoire de ces hommes dans ce livre « Paternité imposée » paru aux éditions des Liens qui libèrent. Alors c'est curieux parce que vous êtes une avocate et une féministe engagée, que là vous avez décidé de vous occuper des hommes et en fait c'est parti de l'histoire d'un homme qui vous a appelé et qui vous a vraiment, son discours vous a fait changer votre regard là-dessus. Effectivement, il m'a bousculé, il m'a dérangé et je vous remercie d'avoir utilisé le présent parce que je suis toujours une avocate féministe. J'ai des engagements auprès des femmes et j'ai eu l'impression de poursuivre cet engagement avec cette rencontre qui m'a, dans un premier temps, dérangée. Il a fallu que je m'interroge, que je me bouscule. Parce qu'il vous a raconté l'histoire donc de cette femme qui était enceinte de lui et il vous a carrément parlé de vol. C'est cela. Il est venu alors que la grossesse débutait et il pensait qu'il pouvait, grâce à la loi, à un avocat, à quelqu'un, un professionnel du droit, obtenir de cette femme qu'elle ne conserve pas l'enfant issu de leur brève, très brève relation. Il pensait avoir des droits sur cet enfant à naître. Et on va voir que ce n'est pas vraiment le cas. C'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est vrai que quand votre livre parle de choix, parce que la femme a le choix pas toujours de tomber enceinte, mais enfin d'être enceinte, mais en tout cas parfois oui, le choix de garder son enfant ou pas. Le père, lui, et c'est l'exemple que vous citiez, on lui impose ce choix. Effectivement, dans la préface, le magistrat qui a accepté de me lire et de me préfacer dit qu'aujourd'hui, l'homme n'a pas d'autre choix que l'abstinence face à la paternité. Et j'ai fait ce même choix au fil des dossiers qui ont atterri dans mon bureau. L'homme, une fois la procréation faite, la conception faite, n'a pas d'autre choix que d'assumer lorsque l'enfant va paraître. Mais ce qui m'a interpellée, c'est ce problème du consentement lors des rapports sexuels qu'on imagine entre deux adultes tout à fait consentants. On est dans une situation qui n'est pas une situation déviante ou de pathologie ou de rapport contraint. On est dans deux adultes, l'hypothèse de deux adultes qui ont une relation dans le but d'échanger du plaisir et rien d'autre. Et de cette relation va naître un enfant sur lequel la femme a seule des droits. Surtout qu'il s'agit dans certains cas d'hommes qui ont une vie par ailleurs, avec une femme, avec des enfants, et qu'ils ont quoi d'abord la peur que ça se sache, la peur que l'enfant vienne un jour leur demander des droits. Alors, c'est ce qu'on appelait avant des secrets, qu'on appelle toujours d'ailleurs des secrets de famille. Hein, et la littérature en est pleine, les études de notaires, les tribunaux sont pleines de ces histoires révélées à l'occasion parfois d'un décès ou d'une succession. Alors, c'est drôle parce que vous dites que vous êtes probablement seule avocate à parler uniquement des procès que vous perdez, parce qu'effectivement la justice, elle est plutôt du côté des femmes dans ce cas-là. Que dit la justice pour justifier ce fait? Jamais on ne prend en compte le fait qu'il y a eu ces rapports consentants entre deux adultes et que finalement, sur une soirée, il n'était pas question d'avoir un projet d'enfant. Ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas? Alors, la justice, elle est l'instrument de la loi, de l'application de la loi. Donc la justice, elle fait avec les outils juridiques qu'elle est chargée d'appliquer. Et ces lois, cette succession de décisions qu'on appelle la jurisprudence, sont très drastiques vis-à-vis de l'homme et ne tiennent absolument pas compte du consentement. Le consentement d'un consommateur qui va souscrire un abonnement de téléphonie ou qui va aller acheter dans une grande surface un lave-vaisselle est recueilli dans un formalisme aujourd'hui de plus en plus compliqué qui fait l'objet de formulaires réglementés, etc. Le consentement de l'homme à la paternité n'existe pas.
On ne lui demande pas son avis. Mais très Et curieusement, on n'en tient pas compte, pardon. très curieusement, une femme sait très bien quand elle a une relation sexuelle qu'il peut en résulter une grossesse. Les hommes, s'ils n'utilisent pas un préservatif, ils n'imaginent pas une seule seconde qu'il peut résulter une grossesse d'un seul rapport. Alors effectivement, je ne suis qu'avocat, mais, Non, mais vous avez vu ces hommes, hein. j'ai été interpellée et puis bousculée par des tas de questions auxquelles je ne savais pas forcément très bien répondre, qui relèvent des psys, des historiens, de la sociologie, etc. Mais en tous les cas, les questions, je les ai vues. Et j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, la sexualité et la procréation sont déconnectées. La petite fille, l'enfant, la femme grandit avec l'idée bien ancrée qu'un rapport sexuel, c'est un rapport qui peut la féconder et qui peut, on lui dit attention, si tu couches, voilà, tu peux te trouver enceinte. Aujourd'hui, elle a les moyens d'échapper à cette grossesse si elle n'est pas en mesure de l'assumer. Ce qui n'est pas sans doute dans le mode éducatif de l'homme auquel que l'on ne prépare pas à ça. Dans votre parcours d'avocate féministe, défendre ces hommes, c'est également dire aux femmes on ne peut pas faire n'importe quoi? Non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de leur dire et je reste tout à fait dans mon système de défense auprès des femmes et bien évidemment c'est un engagement que je ne renie pas pour autant. J'ai l'impression par contre que dans l'égalité vers laquelle on a tendu, on les a un peu oubliés, en tous les cas à cet instant-là, on n'en tient pas compte, mais sans doute leur faute à eux. Et encore une fois, c'est une femme qui vient de voir aujourd'hui défendre des hommes. C'est un peu paradoxal. Ces questions-là, c'était à eux de les poser, pas à nous. Dans tous les cas de ces hommes que vous avez défendus, est-ce que la grossesse de la part de la femme était préméditée, y compris peut-être sur un seul rapport un soir comme ça, en se disant tiens, on ne sait jamais, ça peut tomber, ou est-ce que c'est au moment où elles sont enceintes qu'elles se disent tiens, je vais le garder alors qu'elle n'avait pas du tout pensé lors de ce rapport à autre chose que le plaisir? Alors, j'ai refusé totalement de rentrer dans ce questionnement-là. D'abord parce que je pense que la réponse appartient à chacune et je la respecte. Chacune a certainement un désir de maternité respectable. Alors après qu'il y ait des arrière-pensées, certains hommes s'estime à tort ou à raison l'objet de revendications financières. Tout ça, je n'ai pas du tout cherché à entrer dans ces états d'âme-là, que je respecte encore une fois et qui sont certainement autant de maternité, autant de désirs et d'histoire derrière. Dans les procédures qui existent dans ce cas-là, les femmes sont appelées à témoigner? Les femmes sont surtout un instrument de la procédure, puisque pendant les 10 années qui suivent la naissance de l'enfant, l'action leur appartient. C'est la mère qui est titulaire de l'action en recherche de paternité pour son enfant. Merci beaucoup. C'est un sujet extrêmement intéressant et effectivement un combat courageux. Je vous remercie. Marie Plard, Paternité imposée, la préface en l'occurrence est de Renaud Van Ruymbeck. C'est aux éditions des Liens qui libèrent. Merci beaucoup.